On a vu une partie de la tension de marché, ça a même créé un gap, se dissoudre à mesure que le risque politique a disparu de la scène européenne. La politique, elle joue quand même aussi un rôle, et là on le voit peut-être avec des arbitrages fiscaux d'ailleurs. Est-ce que selon vous, quand on est observateur économique, observateur de la vie des entreprises, de l'épargne, des placements, on peut réduire les dépenses et les impôts ? Bon, ça, c'est des questions qu'il faut poser à d'éminents économistes français. Et il y en a un qui est passé sur votre antenne ce matin, M. de Boissieu, qui dit que ça va être compliqué. Je pas parler à la place de ces gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en termes de comptes publics. Maintenant, ce qui est clair, c'est que pour les marchés, déjà pour l'économie française, il est temps qu'on fasse quelque chose. Et pour les marchés, c'est un discours qui est quand même rassurant, notamment dans ce spread franco-allemand, Bund, OAT, et puis même pour l'Europe en tant que telle. Est-ce qu'on va y arriver? Comment on va y arriver? Je crois que, regardez, c'est une question même qui crée un peu de cacophonie, même politique actuellement. Ils savent pas trop comment ils vont faire. Moi, ce que je regarde après, c'est qui va être impacté. Aujourd'hui, je sais pas. On disait avant les élections que certaines dépenses régaliennes du type la défense seraient sacralisées, donc réaugmentées. Donc, ça sera peut-être pas à ces niveaux-là. Puis j'entends là, visiblement, que tout le monde serait touché. Donc, je sais pas. Ce que je sais juste, c'est que ça aura des impacts, boursièrement parlant, soit sur des secteurs très précis, soit sur les small caps, parce que les small caps, et c'est une particularité en Europe et en France notamment, sont horriblement chers, et qu'il y a dans cette cherté, là on peut le dire par contre, une prime Macron. La baisse de l'impôt sur les sociétés, il n'en parle pas en revanche, Édouard Philippe, dans cette interview. Voilà, et donc c'est importante pour la valorisation justement des small et mid cap. Oui, parce que dans les small caps aujourd'hui, vous avez carrément une prime, là on peut le dire historique, qui est forte. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de déception à ce niveau-là. Ça c'est un compartiment à observer par rapport à votre question de politique intérieure. Un avis sur cette question, diminution des dépenses et des impôts, Philippe? Ah ben là on en revient à de la comptabilité de niveau BTS, hein. Il y a les recettes et puis il y a les dépenses, donc on n'arrête pas de nous culpabiliser avec des dépenses parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, et puis on parle jamais des recettes. Alors personnellement, on reçoit un salaire, éventuellement des bonus, un intéressement. On s'aperçoit donc que le salaire, on le perçoit parce que l'économie tourne, mais le bonus et l'intéressement, lui, il a tendance à s'évaporer grâce à l'évasion fiscale ou grâce en fait à des opportunités de minorer l'impôt. Alors après ça, on va débattre sur le fait qu'il faut effectivement réduire l'avantage de l'emploi d'une personne à domicile. Alors là, on va être sur le rabotage de niches qui vont rapporter 180, 192, 194 millions d'euros. Et de l'autre côté, vous avez des grands pontes à Bercy qu'ont imaginé, sur suggestion probablement de gens qui les ont à la bonne, de par exemple créer une niche qui permet de déduire ou de consolider les emprunts contractés par les filiales, ou de procéder à un suramortissement avant même d'avoir passé commande. Et là, quand vous regardez ce que ça coûte, ces petites dispositions votées à 2h du matin à l'Assemblée par une poignée de députés qui soit ont fait l'ENA, enfin qui comprennent à peu près ce qui se passe parce que les autres, ça leur passe au-dessus de la tête, et vous regardez le coût, 10, 12, 15 milliards. Donc là, vous voyez que par ces petites mesures techniques, on arrive à priver l'État de dizaines de milliards. C'est pas un pari sur la croissance pour le coup, justement? Peut-être, mais vous direz comme vous voulez. Enfin, ces petites niches ultra techniques, on peut le rattraper par la croissance, ces petites niches ultra techniques, on peut dire qu'à terme, effectivement, elles vont peut-être soutenir les entreprises, mais à court terme, vous voyez que l'État s'est privé de dizaines de milliards, et après ça, on dit aux petites gens, vous allez voir trop souvent le médecin, vous êtes trop souvent malade, et la France vit au-dessus de ses moyens. Il y a aussi, quelque part, une façon d'aborder la fiscalité qui procède aussi de l'idée que ça aura un effet positif à terme, donc vivons au-dessus de nos moyens. Je veux dire que là, il y a quand même un vrai débat et qui n'est pratiquement jamais mené, puisque c'est toujours le peuple qui doit payer l'impôt et toujours le peuple qui vit au-dessus de ses moyens. C'est jamais l'État. C'est pas un peu démago, Philippe? Non, c'est pas de la démagogie. Je vous parle de choses extrêmement précises.
Ouais, sur les médecins, c'est quoi la mesure que vous dénoncez là, sur les coûts de la santé, etc. Non, vous avez l'augmentation permanente du coût de la visite, vous avez le ticket modérateur aussi, où le delta augmente, le déremboursement des médicaments. Mais le tiers payant sera finalement généralisé, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais qui va payer à la fin? Le tiers payant sera généralisé, soit, mais qui paye, ça sera les mutuelles. Qui paye les mutuelles? C'est nous. Alors s'il y en a qui n'ont pas de mutuelle, ça veut dire que ceux qui en payent en paieront plus. Les charges sociales sur les salaires qui seront diminuées, voire certaines supprimées, vous voyez ce que je veux dire, Philippe? Est-ce que vous ne prenez pas les choses par un seul bout et pas par les deux bouts? Mais je peux vous aborder tout ça de façon assez élémentaire. D'accord, on supprime les charges sociales. Moins de charges sociales signifie souvent à terme moins de retraite, signifie moins de cotisations chômage. Il va falloir les chercher ailleurs. Donc effectivement, la charge sociale va donner de l'air à l'entreprise, on en est bien d'accord, mais quelque part, ce coût, il reste, il faudra bien le financer. C'est le pari de la croissance. Est-ce que si jamais il n'y avait pas eu ces baisses d'impôts, vous n'auriez pas été le premier à dire oh là là, imaginez, vous allez voir les taux français qui vont remonter, vous allez voir le coût de la dette exploser parce qu'il n'y a pas les baisses d'impôts. À un moment, Philippe, il faut se lancer, vous voyez ce que je veux dire? Non, et la perfection n'existe pas en matière de réforme. Le problème de l'évasion fiscale, ça a été chiffré, c'est entre 60 et 80 milliards par an. Donc il n'y a plus de déficit si ces recettes rentrent, comme je vous dis, dans votre budget personnel. Vous avez vos revenus et vos dépenses. Vous avez acheté un appartement parce que vous dites, moi j'ai un salaire de temps plus X% d'intéressement. Bon, si ça vous ne vous est pas versé parce qu'on a trouvé un moyen de le contourner ou de ne pas vous le verser, vous retrouvez à vivre au-dessus de vos moyens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que sur la fiscalité du capital, alors là, on a littéralement étouffé la bourse. Enfin, on a diminué par 2 le nombre d'actionnaires. Il est normal que quand on doit partager les recettes à 45% avec l'État, c'est beaucoup trop. Et par rapport à des pays voisins où il y a carrément pas plus de 10% d'impôt sur le capital, on est complètement hors des clous. Donc revenir à 30%, c'est une très bonne mesure. On en est d'accord. Mais ça ne va pas suffire à relancer l'économie, par contre. Merci beaucoup à tous les deux. Philippe Béchade pour les Éconoclastes et la Bourse au quotidien et Mescartaem pour Sébastien Corchia. À bientôt. Toujours chose face à face et on adore le franc-parler de nos experts. Philippe Béchade qu'on retrouvera toujours tous les mercredis la saison prochaine avec autant de plaisir. Le président des Éconoclastes, Jacques Sapir aussi pour les Éconoclastes tous les mardis.